Eh bien, je dis 1, 2, 3 et je vous dis bonsoir à toutes et tous. Donc, émission Radar 160 du jeudi 7 novembre 2024, intitulée Criminels, opposition nucléariste et sous-titrée Union budgétaire du rassemblement nucléaire. Alors, depuis notre émission Radar 157 du jeudi 1er août 2024, tous les visuels accompagnant nos émissions comportent 8 logotypes. 6 sont ceux d'entreprises liées directement à la conception et à la fabrication d'armes. 1 est le logotype de la Direction Générale de l'Armement, alias DGA, pilier inamovible du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Et le dernier est le logotype détourné d'une coalition électorale d'opposition cosmétique à l'actuel système militaro-industriel nucléarisé national, le Nouveau Front Populaire, rebaptisé judicieusement Nouveau Front Nucléaire. Alors, les députés nationaux de cette coalition électorale, comme ceux de la coalition de l'actuel monarque élu, sont sans majorité absolue. Ces députés nationaux populaires, forts de leur nouvelle impuissance législative 2024, n'ont jamais évoqué la possibilité d'utiliser le dépôt d'une motion de censure dans le cadre du vote du projet de loi de finances 2025. Ils se contentent de déposer des amendements dilatoires pour jouer leur rôle d'opposants de gauche cosmétique face à la grande fraude fiscale nationale, corollaire de l'endogène et légale optimisation fiscale sévissant au sein de l'unique gouvernance intergouvernementale des commissaires gouvernementaux des 27 pays membres de l'Union lobbyiste européenne. Cette légale évasion fiscale européenne a malheureusement de très beaux jours heureux devant elle, notamment grâce aux députés nationaux de l'actuel Rassemblement national, sans majorité absolue, mais jouissant, au sein de l'Assemblée nucléaire nationale, de leur alliance de fait avec les députés du gouvernement d'extrême libéralité capitaliste. Un capitalisme institutionnel très avancé, voire avarié. Je pense que tu devrais relever l'ensemble pour que le micro soit vers moi et après refaire le cadre. Parce que le micro piquait vers le bas. Alors je disais, un capitalisme institutionnel très avancé, voire avarié, pour ne pas dire néofasciste, d'assistance financière garantie aux actionnaires des grandes entreprises du CAC 40, en partenariat public-privé, et plus s'il y a affinité et conflit d'intérêts. Au sommet de l'organigramme occulte de ce véritable empire plutocratique français, le monarque élu, homme de paille doré, sert d'épouvantail médiatique, de défouloir public et de bouc émissaire populaire pour les plus grands profits électoraux de tous les leaders autoproclamés, de tous les états-majors, de tous les partis et de tous les syndicats qui se prétendent d'opposition, que cette opposition soit estampillée de droite, voire de gauche. Depuis 2017, le stupide et indémodable slogan « Macron, démission » est le credo de l'ensemble de l'opposition nationale. Ce credo s'est médiatiquement imposé grâce au porte-parole
de tous les partis d'opposition électorale agréés par l'unique Constitution française de 1958. Ce slogan convient tout à fait au CEA, à la DGA et au MEDEF. Donc CEA, le Commissariat énergie atomique, DGA, Direction générale à l'armement, et le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Il résume à lui, donc ce slogan résume à lui seul la vacuité sanitaire et sociale de toutes les non-propositions des oppositions cosmétiques, qui, sous sa forme déclarée de nouveaux partis anticapitalistes, reste néanmoins une extrême gauche qui cultive le respect des institutions créées par la bourgeoisie latine nationale. Institutions qui sont les reliquats faisandés de l'empire colonial français. Voilà certainement la raison pour laquelle l'état-major de ce vieux nouveau parti anticapitaliste, lorsqu'il déblatère au sujet de l'Amérique centrale, voire de l'Amérique du Sud, emploie systématiquement l'oxymore Amérique latine, avalisant ainsi, a posteriori, la pluricentenaire et violente colonisation de tous les territoires originellement de cultures amérindiennes, et le grand remplacement de leurs populations autochtones par de latins migrants européens. Ces migrants étant à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, bonsoir Fabrice, ce que sont les migrants européens anglo-saxons à l'Amérique du Nord. Donc arrive en plein dans la performance de lecture de Roger Nimmo de cette émission Radar 160. Je ne suis pas encore arrivé aux paragraphes qui vont me faire bondir, mais ça ne va pas tarder. Et notre ami Bruno. Oui. Alors, élection et constitution ne sont jamais synonymes de régime démocratique. En effet, qui organise une élection en conditionne les résultats. Souvenons-nous, le 15 octobre 2002, un référendum présidentiel est organisé en Irak. Taux de participation 100%. 100% des suffrages exprimés se portent sur le candidat président Saddam Hussein. Le 17 mars 2024, réélection du président de la Fédération de Russie avec 87,29% des suffrages exprimés. Rédiger une constitution, c'est auto-justifier la maîtrise des territoires et des populations par un système institutionnel. L'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient de constitutions. Cela n'a en rien atténué la cruauté répressive de ces deux sanguinaires dictatures capitalistes libérales. L'adoption par le deuxième congrès des soviets, le 31 janvier 1924, de la constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques n'a strictement rien changé au sort funeste qui sera celui des populations de la République soviétique ukrainienne en 1933. Famine planifiée par un capitalisme d'État totalitaire dans le cadre de sa politique d'industrialisation forcée au cours des années 30 du siècle dernier. Les céréales ukrainiennes confisquées ont été l'objet d'un criminel deal passé entre diables capitalistes d'État et diables capitalistes libéraux. Des vies soviétiques ont été troquées contre des machines-outils afin de poser les bases d'un système militaro-industriel communiste. En 1936, lors du 8e congrès des soviets, l'autocrate Joseph Staline propose une nouvelle constitution de facture plus classique que la précédente. Elle offre un catalogue complet des droits des citoyens. In fine, dans le pire de toutes les actuelles récessions sanitaires et sociales, l'État-nation français reste le meilleur garant des fabuleux profits réalisés par tous les riches assistés militaro-industriels nucléarisés.
Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies Nouvelle alternative. Alors, ce commissariat à l'énergie atomique, alias CEA, est un véritable État dans l'État. Il a été créé sans débat ni vote par une ordonnance du 18 octobre 1945 prise par l'autocrate en chef d'un gouvernement provisoire français non élu. Depuis 79 ans, cette mortelle ordonnance nucléaire est sans cesse renouvelée grâce à une opposition constitutionnellement agréée qui plaide complaisamment et en toute innocuité une sortie du nucléaire qui, d'élection en élection, est sans cesse reportée. Les plébiscites présidentiels, alias d'échéances électorales pestilentielles, nous imposent régulièrement l'élection d'un inamovible monarque élu, qui, par ordonnance et par décret, peut clore de manière régalienne les becs privilégiés de tous les pseudo-législateurs nationaux, avec le technocrate assentiment constitutionnel de toutes les institutions faiseuses de roi, le CEA, la DGA, le MEDEF, la FNSEA. Cette ordonnance octogénaire en 2025 peut se résumer en 9 mots. Finis ton assiette de césium et ferme ta gueule. Il existe aussi une version courte de cette ordonnance en 8 mots que nous devons au talentueux père du Grand-Duduche. Tout pour l'armée, rien pour ta gueule. La voici, notre démocratie française, comme aime l'appeler le vieux réactionnaire Jean-Luc Mélenchon. La voici, notre République française, progressivement réduite au service exclusif de la chose privée, transformée en une véritable entreprise nationale qui conçoit, fabrique et vend des technologies nucléaires ainsi que des armements. Et tous les consommables qui vont avec, MOX et munitions. Alors, tout cela est vendu à des monarchies confessionnelles absolues, à des juntes s'imposant aux populations locales par des coups d'État, des États qui pratiquent l'épuration ethnique, ainsi que l'esclavage moderne du travail forcé. C'est grâce au non-respect des ressources territoriales et à l'exploitation de toutes les populations, végétales et animales, que les États accaparent les moyens matériels qui leur permettent de nous faire tresser les cordes avec lesquelles ils nous pendront, s'il leur en prenait l'envie, ou si l'envie nous prenait de nous émanciper en refusant de financer avec nos contributions fiscales et les détournements de nos cotisations sociales leur violente tutelle. La politique étrangère de la France est alignée sur celle de tous les États militaro-industriels. Tous ces mauvais États qui, sans matières premières et sans énergie pour entretenir leurs armées et leurs voraces industries, seraient impuissants face aux autres puissances militaro-industrielles, chacun cherchant à se doter de l'abominable joker thermonucléaire. Pour sortir de cette mortelle impasse belliciste, pétrie de stupidité naturelle et artificielle, il est urgent de promouvoir l'intelligence collective, celle commune à tous les individus désireux de vivre de manière non violente au sein de sociétés post-industrielles mutualisées, socialement apaisées car sans classe sociale. Pour avoir un petit aperçu de ce que sera le monde de demain, référez-vous à nos émissions Radar 114, intitulée Vital ou Radical, et Radar 152, intitulée Croissance. Alexandre Grothendieck et François Partant
nous lègue la fortune immatérielle et durable de pensées émancipatrices car non réductrices. Ce sont des idées qui ne se déposent pas sous forme de brevets, qui ne génèrent pas de royalties, de droits d'auteur. Elles se propagent gracieusement en source ouverte, comme la vie. Si nous poursuivons de plein gré ou sous les contraintes sanitaires, économiques et sociales dans les actuelles impasses militaro-industrielles nucléarisées, alors le monde de demain a plus de chances de ressembler à la planète Mars que la planète Mars à la Terre. N'en déplaise au nuisible et dangereux capitaliste Elon Musk, avec sa loterie électorale à $1 million par jour en faveur de la réélection de son alter ego Donald Trump. Pourquoi son alter ego ? L'un comme l'autre sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Fred Trump et Elon Musk, leurs pères respectifs, sont deux patriarches capitalistes qui ont fait fortune en pratiquant la spéculation immobilière. Activité très lucrative, surtout lorsqu'elle s'exerce avec des aides publiques au détriment des familles les plus pauvres. Eh oui. Je bois un petit coup parce que j'ai soif. En attendant, je suis tout à fait désolé de ne pas avoir gagné la loterie d'Elon, de mon ami Elon. J'avais fait tout ce qu'il fallait, pourtant j'avais posté une photo de moi et mes enfants avec un pansement sur l'oreille en disant que malheureusement je n'étais pas inscrit sur les listes électorales de Pennsylvanie, mais enfin quand même. Parce que t'as pas ta carte verte. Eh ben oui, mais je suis quand même inscrit sur les listes électorales en France. Eh ben non, pas de loterie. Vous trouvez ça normal ? Enfin bref. Suivons. Enchaînons. Non, il faut pas. Libérons, émancipons, n'enchaînons pas. Alors, la riche famille de colons sud-africains d'Elon Musk est implantée depuis 2 siècles dans la région de Pretoria. Ce sont de bons migrants, de ceux qui réussissent à accaparer les territoires de leurs hôtes. Donald Trump et Elon Musk doivent l'accroissement de leurs fortunes respectives aux exonérations fiscales que permettent la constitution de la Fédération des États-Unis d'Amérique, mais aussi grâce au gaspillage de ressources naturelles non renouvelables. L'un comme l'autre se comportent comme de véritables chefs mafieux. Le dérèglement climatique est une fake news. Les mortelles inondations dans le sud-est de l'Espagne sont, comme les violences policières, pure propagande des ennemis de la grandeur des USA. Les populations des alentours du village de Boca Chica, qu'elles soient autochtones ou allochtones d'origine polonaise, ont été autoritairement déplacées pour raison de sécurité lors de chaque essai de la société privée SpaceX, pour, en définitive, être grandement remplacées en toute sécurité asociale par des employés de la société SpaceX, employés qui restent sur place même en cas de décollage du monstre pollueur Starship. La finalité originelle de ce poids lourd de l'espace, décollant de manière défiscalisée depuis une réserve naturelle texane, est de saturer les orbites basses terrestres avec 12 000 satellites Starlink, suivi du déploiement final de 42 000 satellites. Tous les astronomes redoutent qu'un événement de Carrington, alors événement de Carrington, c'est en référence à la tempête solaire de l'été 1859, où carrément il y avait des lignes de communication en cuivre qui avaient fondu. Parce que lorsqu'il y a une tempête solaire, ce sont des particules chargées qui arrivent vers le champ magnétique terrestre et qui créent un champ électrique induit. Et donc dans tous les conducteurs, il y a un champ électrique induit de forte intensité, donc ce qui fait qu'il y a un échauffement. Et s'il y avait un nouvel optimum de Carrington, la majorité des électroniques non protégées seraient grillées. Voilà. Comme si elles étaient mises tout à coup en court-circuit. Donc, tous les astronomes redoutent qu'un événement de Carrington, d'une tempête solaire, initie un syndrome de Kessler. Alors,
Les vitesses relatives entre objets satellisés peuvent dépasser les 10 km par seconde, ce qui représente une énergie cinétique colossale, même pour un débit de faible masse. Le syndrome de Kessler est une réaction en chaîne exponentielle de collision entre objets satellisés, théorisée en 1978 par un scientifique de la NASA, Donald J. Kessler. Cela rendrait totalement impossible pour une longue période toute intervention spatiale depuis la Terre, ainsi que les observations faites par tous les télescopes à champ large, comme celui de l'observatoire Vera Rubin. Un télescope à champ large peut observer rapidement de vastes parties du ciel, ce qui est crucial, voire vital pour la détection de phénomènes spatiaux de courte durée, comme l'explosion d'une étoile, ce qu'on appelle une supernova, ou l'approche d'astéroïdes géocroiseurs potentiellement dangereux. Chaque décollage d'une fusée Starship émet 2683 tonnes de CO2 et 1,7 tonnes de protoxyde d'azote. Le méthane brûlé par les 33 moteurs fusées du Starship est issu majoritairement de gisements de gaz de schiste texans. Le médiatique soutien d'Elon Musk à Donald Trump est la partie émergée de l'ancien iceberg qu'est leur alliance plutocratique. Deux dangereux prédateurs asociaux pensent pouvoir orienter la destinée de la biosphère terrestre en fonction des intérêts particuliers de leurs entreprises privées. L'inquiétant et élitiste soutien de Vladimir Poutine à Donald Trump est malheureusement du même ordre. Donald Trump affirme vouloir mettre fin au conflit en Ukraine. Vladimir Poutine s'est opportunément empressé de déclarer que son ami Donald Trump était un homme sincère. Si Donald Trump avait affirmé la volonté de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, sa sincérité lui aurait certainement coûté sa réélection présidentielle 2024. En définitive, à l'Ouest, rien de nouveau. Les hommes de paille se succèdent. Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden, re-Trump. La doctrine hégémoniste, impérialiste et unilatérale du système militaro-industriel nucléarisé américain ne change pas. Léonard Peltier, militant de l'American Indian Movement, incarcéré depuis 1976 pour 2 crimes qu'il n'a pas commis, reste à 79 ans le plus vieux prisonnier politique du monde libre. Il semblerait qu'aujourd'hui, seule sa maladie puisse le sortir définitivement de prison, voire du nucléaire. Si l'intelligence peut naturellement nous pousser au pessimisme, restons néanmoins volontairement optimistes, comme l'était Antonio Gramsci. Ouvriers, techniciens et ingénieurs du groupe Safran. Alors oui, il faut en revenir à l'origine. À l'origine, je parlais des logos et donc on le voit, il est ici. Le logo au-dessus de mon doigt, le logo du groupe Safran. Donc, je disais ouvriers, techniciens et ingénieurs du groupe Safran, votre entreprise ne connaît pas la crise. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 14% au 3e trimestre 2024, votre secteur équipement et défense progresse de 16,3%. Il est vrai que votre centrale inertielle Géonix équipe les canons César, acronyme de camions équipés d'un système d'artillerie, de l'entreprise KNDS France, anciennement Nexter. Alors, Nexter fait partie aussi
au-dessus de mon doigt des logos qui participent du visuel de notre émission et des émissions depuis l'émission 157. Alors, au diable les économies. Au diable les économies, hein. L'État militaro-industriel nucléarisé français commande illico une centaine de canons César pour plus de 400 millions d'euros. Les retraités et les malades auront ensuite la lourde charge d'éponger une large part du déficit budgétaire. En effet, ce jeudi 7 novembre 2024, dans le cadre du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2025, les députés nationaux français, dont, rappelons-le, aucune chapelle n'a de majorité absolue, vont faire 4 milliards d'euros d'économies sur le dos des retraités, en reportant à une date ultérieure, voire au calende grec, l'annuelle revalorisation des pensions de retraite. Ensuite, ce sont les arrêts de travail qui devront être amputés de 600 millions d'euros. Les retraités et les malades vont pouvoir hurler « Macron, démission ». Les oppositions complices, avec toute leur impuissance constitutionnelle, vont en profiter pour lancer de nouvelles campagnes d'évangélisation électorale, pour futurs électeurs nouveaux bas du Front populaire anticapitaliste 2027 et autres écologistes pour le bon électronucléaire national de gauche, voire pour électeurs nouveaux conquérants nationaux rassemblés et autres écologistes pour le bon électronucléaire national de droite. Dans ce système militaro-industriel nucléarisé français, constitutionnellement irréformable et initialement républicain, voter est synonyme de pisser dans un violon, voire de se tirer une balle dans le pied. Le 7 juillet 2024, ils ont voté contre la retraite à 64 ans. Le 29 mai 2005, ils ont voté contre la Constitution de l'Union européenne. Ces deux dates resteront, au sujet de cet épineux sujet, d'édifiantes dates historiques, emblématiques des fonctionnements pyramidaux, voire mafieux, de toutes les gouvernances, de toutes les actuelles démocraties participatives. On pourrait résumer en une seule phrase la stratégie exécutive du fait accompli électoral. Tu n'aimes pas ça, finis ton assiette. Voilà. Alors pour en revenir, voilà, au schmurz, exactement, le MEDEF est très content, la droite et l'extrême droite sont très contents que les gens ils s'en prennent à qui? Aux petits choses, là, aux petits cons qui de toute manière, lui il est le cul au chaud à l'Élysée, mais c'est pas lui qui est responsable du système militaro-industriel français qui était déjà préexistant avant même qu'il soit une lueur d'espoir dans les yeux de son père. Voilà. Alors, qui peut encore naïvement croire que Donald Trump bénéficie du soutien majoritaire des populations de la Fédération des États-Unis d'Amérique? Qui peut encore naïvement croire qu'Emmanuel Macron bénéficie du soutien majoritaire des populations vivant sur tous les territoires revendiqués par l'État-nation français, dont la Kanaky, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, j'en oublie et j'en passe, c'est les meilleurs. Qui peut encore naïvement croire que Vladimir Poutine bénéficie du soutien majoritaire des populations de la Fédération de Russie? Alors idem pour le monarque du Royaume-Uni et l'empereur républicain populaire chinois. Remarquons à ce sujet que les 5 systèmes militaro-industriels nucléarisés précédemment évoqués sont les 5 plus grands producteurs et marchands d'armes du monde, mais aussi les 5 membres permanents thermonucléaires avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Étonnant, non, hein? Comme aimait conclure
sa nécessaire minute, feu l'humoriste Pierre Desproges, malheureusement mort en 1988, alias Monsieur Cyclopède. Alors, exceptionnel, petit intermède culturel international. Alors, est-ce que je suis bien au niveau du cadre, Marc? Alors, cyclopède, locomotive à propulsion hippomobile, inventée en 1829 par l'anglais Thomas Shaw Brandes. Alors, on va néanmoins... Ah ouais. Merci à vous. Revenons... Mais revenons à nos logotypes, car les sociétés anonymes à capitaux publics... Ah Thank you. Alors, revenons à nos logotypes. Car les sociétés anonymes à capitaux publics, comme la SNCF, savent que le logo motive. Alors, pour cause d'éradication capitaliste électronucléaire à grande vitesse, d'un ancien statut de cheminot, adapté historiquement aux contraintes spécifiques et évolutives d'activités ferroviaires au service de toutes les populations. Voilà. Alors, CEA, DGA, Safran, Nexter, devenu KNDS France, et le nouveau front nucléaire, c'est fait. Voilà, il nous reste le missilier MBDA. Alors, MBDA, concurrent européen du missilier turc Roketsan et du missilier américain Boeing Integrated Systems. Alors, la guerre des Malouines de 1982, avec pour enjeu géostratégique l'exploitation future des richesses naturelles non renouvelables de l'Atlantique Sud, dont celle de l'Antarctique, a été un sanglot showroom pour le missile antinavire Exocet de MBDA. 20 marins britanniques paieront de leur vie l'efficacité de cet engin de mort. Bilan de cette chamaillerie guerrière entre nations militaro-industrielles, 907 morts. Les tensions entre alliés de l'OTAN en Méditerranée ont permis à Roketsan de démontrer, lors d'un test effectué en 2019 à partir d'une corvette, l'efficacité de son missile antinavire Atmaka, je crois que ça signifie épervier en turc, sans faire aucune victime grecque. Et donc l'armée grecque a remplacé ces missiles américains Harpoon, développés à l'origine par l'entreprise américaine McDonnell Douglas, qui est le missile antinavire le produit en plus grand nombre dans le monde, et il détient actuellement le plus grand rayon de nuisance. Alors selon ces différentes versions, sa portée est entre 140 et 315 km. C'est ce qu'on appelle des missiles anti-navires qui portent au-delà de l'horizon. Voilà. Alors MBDA étend son emprise foncière à Bourges. L'entreprise embauche 300 nouveaux salariés en 2024 et dispose actuellement d'un carnet de commandes de 28 milliards d'euros, soit une embauche pour 93 millions d'euros de commandes. Alors Naval Group, et oui, c'est Naval Group encore, il fait partie des logos sur notre affiche, voilà. Naval Group, il est ici. Alors Naval Group ne compte pas abandonner le lucratif marché saoudien. Ah non, non. Grâce à sa filiale Naval Group Arabia, société de droit saoudien basée à Riyad et créée en 2013. C'est ce qui s'appelle en interne une politique de développement international responsable et durable. N'oublions jamais que des navires de Naval Group
ont été impliqués dans le blocus qui affame les populations yéménites depuis 2015. Résultat, plus de 500 000 personnes atteintes de choléra et le décès par malnutrition de plusieurs dizaines de milliers d'enfants. European Aeronautic Defence and Space Company, plus connue sous l'acronyme EADS, est une société créée le 10 juillet 2000 par la fusion de Aerospatial Matra, de Construcciones Aeronauticas, espagnol, et de Daimler Chrysler Aerospace pour l'Allemagne. À l'origine, le groupe comptait 5 divisions. Airbus, aviation civile de plus de 100 passagers, aviation de transport militaire, ATM, aéronef militaire de transport et d'opérations spéciales, Eurocopter, hélicoptères civils et militaires, Astrium, satellites, lanceurs, infrastructures orbitales, et la division défense et sécurité, missiles, avions de chasse et d'entraînement, avionique et électronique militaire. En 2006, EADS réalise 75% de son chiffre d'affaires dans le domaine civil et 25% dans le domaine militaire. Mais les forts investissements en recherche et développement liés au développement de la famille d'avions Airbus font que les activités militaires très lucratives finançaient en grande partie le déficit chronique de la division Airbus. Les capitalistes préfèrent prélever des dividendes immédiats plutôt que de financer avec leurs capitaux des recherches dont les retombées économiques se feront sentir ou pas à beaucoup plus long terme. Une partie des activités militaires vont donc progressivement être transférées hors du groupe qui, en 2013, se fera appeler Airbus, car qui pourrait craindre de prendre l'air, de prendre le bus, voire de prendre l'air en Airbus. En 2024, le groupe Airbus Defence and Space annonce jusqu'à 2500 suppressions de postes d'ici mi-2026. La famille E320neo et un secteur spatial tendu amputent les prévisions de résultats du groupe pour 2024. In fine, le salarié reste, en tant que marxiste capital variable, la variable d'ajustement préférée du capitalisme mondialisé. Vive le chômage structurel! Vive le chômage structurel de l'Union européenne! Alors, seule l'abolition du salariat, avec des cotisations sociales vieillesse et santé prélevées sur tous les revenus, pourront nous permettre d'obtenir un revenu de base pour toutes et tous, indexé sur un revenu sommet, avec pour positif corollaire le financement par répartition d'un système pérenne de retraite pour toutes et tous. Ces systèmes post-industriels non violents verront la grande majorité des activités de production et de services effectuées par des systèmes robotiques autonomes fonctionnant grâce à l'accroissement exponentiel des capacités d'auto-apprentissage, de systèmes plurisensoriels à programmation neuronale. Ces sociétés post-industrielles s'extrairont définitivement de l'esclavage salarial lié à l'âge de fer pour entrer définitivement dans l'âge de créer. Voilà. Je pense que normalement, notre ami Pierre Merechkowski aurait dû nous rejoindre déjà depuis 10 minutes. Il n'est pas là. Donc, je ne sais pas ce que tu aurais à nous dire, Fabrice, par rapport à tout ce dont je viens de parler, que ce soit par rapport à SpaceX ou à l'aspect des licenciements dans des entreprises du secteur civil, alors que les entreprises du secteur militaire, visiblement, font des choux gras et sont indirectement financées par nos cotisations sociales et nos impôts, vu qu'elles bénéficient de subventions
et d'exonération. Qu'est-ce que tu penses de ça? Absolument, absolument. Et d'abord, je voudrais faire une petite réaction sur l'élection américaine. Voilà Pierre. Mais vas-y, Je voudrais juste saluer l'esprit sportif du président Biden qui a immédiatement salué la victoire de Barack Obama et je trouve que c'est très bien. Ah oui, oui, oui. Voici exactement ce qui s'est passé. Le tramway a démarré. Il y a eu un énorme choc et le tramway s'est arrêté. J'ai vu un homme assis sur le banc de la station. Il était obèse ou légèrement gros. Son visage était tout rouge et gonflé par la chaleur suffocante. Et j'ai compris, je veux parler de l'homme au visage bouffi, qu'il s'était jeté sous le tramway et qu'il n'avait pas fait des enfants comme ça. C'était évident. Il n'avait pas fait des enfants comme ça et il faut en finir définitivement avec l'héritage de mai 67. On ne fait pas des enfants comme ça. Fiche biographique numéro 534 bis. Conseil de classe. Compte rendu du 8 mai. Le professeur principal agrégé de français a déclaré que sa nervosité en présence des lycéennes de sa classe était probablement à l'origine des diatribes qu'il préfère contre ce qu'il appelle une incompétence criminelle de son professeur d'histoire contemporaine agrégé. Fiche biographique numéro 4, Fédération anarchiste unitaire. Cet artiste, qui prétend ne pas être un artiste, propage des idées souvent justes, mais qu'il conviendra de remplacer dans leur contexte. Il ne paye pas de loyer, il a de surcroît publiquement reconnu avoir fait des enfants comme ça, et il se permet en plus de critiquer régulièrement les résolutions de notre fédération anarchiste unitaire avec une arrogance qui n'échappe qu'aux militants attirés par son mysticisme révolutionnaire qui ne saurait en aucune façon se substituer à une nécessaire critique de l'État. Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire, qui a immédiatement succédé à l'Assemblée générale ordinaire, a refusé à l'unanimité de modifier les statuts qui avaient été adoptés par notre Assemblée générale ordinaire. Les membres nouvellement élus de notre conseil d'administration ont ensuite rappelé que les conclusions de nos travaux devaient obéir à la règle de la confidentialité et que si la critique pouvait effectivement trouver sa place dans un processus démocratique, elle ne devait jamais empiéter sur notre nécessaire solidarité. Il ne nous a jamais aimés. D'ailleurs, il ne s'aime pas, c'est évident. Il a fait des enfants comme ça, et nous savons que s'il devait payer un loyer, il ne se permettrait pas de critiquer notre fanfare auto-organisée. D'ailleurs, et pour en finir avec ces questions internes finalement secondaires, certains adhérents ont émis l'hypothèse qu'il avait oublié de mettre des préservatifs. C'est l'évidence même. Il a oublié de mettre des préservatifs. Il n'a pas fait des enfants comme ça. Il a juste oublié de mettre des préservatifs. Liste récapitulative et non définitive des personnes morales ou amorales qui ont colporté leur infâme ragot à la suite des enfants que j'ai fait comme ça. Le secrétaire de la section des jeunesses communistes de mon lycée caserne. Le délégué CGT de l'atelier de maintenance de la région sud-est de la SNCF, ma tante, le chauffeur de voiture de fonction de ma mère, le trésorier de l'association, le professeur d'histoire contemporaine agrégé et plusieurs abbés Pierre. Voilà, merci. Je te remercie, Pierre. T'es arrivé à point nommé. Là, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour Marc. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes sur la ligne H. Et on va être obligé de courir pour prendre le dernier train si on veut rentrer. Voilà. Et donc, je vais vous dire de nous retrouver en direct de 19h à 20h sur notre page Facebook ou au Café L'Étincelle le jeudi 5 décembre 2024, et oui ce sera le 5, pour notre 161e
émission Radar. Bonsoir Bruno, bonsoir Marc, bonsoir Fabrice. Il est déjà parti, Pierre? Un bon cognac j'ai. Non, non, Voilà. il attend dehors. Il est là. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.